Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le ministre des Affaires étrangères rencontre les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. Une réunion de travail pour saluer la collaboration entre la Guinée et tous les pays amis pour leur soutien pendant la transition. Suivi de la mise en œuvre des activités de l'ANAFIC, c'est désormais possible à travers le digital. La nouvelle application à la portée des acteurs va simplifier la notification sur le terrain. La présentation de l'avant-projet de la politique foncière nationale, c'est un document élaboré par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour prévenir les conflits domaniaux et renforcer la protection de l'environnement. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus à la une de l'actualité ce soir. Quelques jours après la tenue de l'élection présidentielle, le ministre des Affaires étrangères rencontre les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. Une réunion de travail pour remercier tout le monde, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Dr Maurice Sanda Kouyaté a salué la collaboration entre la République de Guinée et tous les pays et les institutions pendant la période de refondation. Le point avec Makemedonzo. Pendant ces 4 ans de refondation, la République de Guinée a su entretenir une relation de confiance avec la communauté internationale. Principal fait inédit pendant cette période, la présence à Conakry des ambassades de presque tous les pays du monde. Sur le plan multilatéral, toutes les institutions évoluent dans le pays. Leurs représentants étaient conviés cet après-midi à cette rencontre de travail avec le chef de la diplomatie guinéenne. Depuis que nous sommes indépendants, depuis 67 ans, c'est la première fois, la toute première fois, que nous allons à une élection présidentielle apaisée, calme, dans l'ambiance fraternelle. Les Guinéens ne se sont pas invectivés. Ils ont discuté. Ils se sont même amusés. Ils ont dansé. Donc c'est dans la joie que le choix a été fait. Et les résultats provisoires ont été proclamés. Puisque souvent c'est avant, pendant et après. Mais par la grâce d'Allah, par la maturité politique du peuple guinéen, par la conduite de ce qu'on a appelé la transition par le président Mamadi Doumbouya, nous sommes allés à une élection apaisée. Dr Maurice Sanda Kouyaté a mis en lumière les bonnes relations de coopération entre Conakry et toutes les capitales du monde. Très bientôt, après la proclamation, après la délibération définitive de la Cour suprême, nous allons passer à l'investiture du président élu. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. Je sais que vos présidents sont très occupés, ce sont des programmes d'un an qui sont élaborés, mais je voudrais appeler votre vigilance et votre force diplomatique pour que, lorsque nous allons lancer des lettres d'invitation, pour que vous puissiez mettre tout en œuvre, pour qu'il y ait une représentativité de plus haut niveau et que ce soit le point de départ de la Nouvelle-Guinée avec la communauté internationale. Les ambassadeurs étrangers, chargés d'affaires et représentants d'institutions internationales saluent la maturité politique des Guinéens à travers le calme observé lors de l'élection présidentielle. Monsieur le ministre nous a réuni le corps diplomatique pour les féliciter du soutien que tous les États et les institutions ont apporté à la Guinée depuis la transition jusqu'à maintenant. Et nous sommes donc heureux pour nous tous que cette transition connaisse un terme avec ces élections qui se sont bien déroulées dans de très bonnes conditions. Et donc nous saluons aussi le peuple guinéen pour cette maturité démocratique. C'était une opportunité pour que Monsieur le ministre nous présente ses vœux pour la nouvelle année et de même de notre part. Et c'était aussi l'occasion de nous parler des élections qui se sont déroulées récemment. Nous nous félicitons en tant que diplomates et en tant que doyen du groupe africain, on félicite la Guinée et le peuple guinéen et les autorités guinéennes pour le bon déroulement des élections dans un climat calme et apaisé et ordonné.
Donc félicitations à la Guinée. En renouvelant sa volonté de franche collaboration avec le corps diplomatique étranger, le chef de la diplomatie guinéenne a également présenté au nom du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, ses vœux du nouvel an aux ambassadeurs ainsi qu'à leurs capitales respectives. Et puis ce communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. À l'occasion du Nouvel An, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation adresse ses meilleurs vœux de santé, de paix et de réussite à l'ensemble des élèves, enseignantes, enseignants, parents d'élèves et partenaires de l'éducation. Par la même occasion, le MEPUA félicite et remercie la communauté éducative pour son sens élevé de responsabilité et de civisme lors du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national dans un climat apaisé. Par conséquent, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation invite l'ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif à s'engager pleinement pour la reprise effective des cours prévus le lundi 5 janvier 2026 à 8h dans l'intérêt supérieur de l'école guinéenne. Par ailleurs, le ministère rassure la communauté éducative que le calendrier scolaire connaîtra un léger réaménagement en vue de s'adapter aux normes d'enseignement apprentissage. Signé le ministre. Travaux de validation du rapport ITIE 2023 par son comité de pilotage. Le comité s'est réuni à Conakry autour du projet de rapport élaboré par des consultants. Avant l'approbation finale du document, des remarques ont été faites. Reportage de Moussa Kouyaté. C'est autour de ce document élaboré et envoyé par les experts indépendants que le comité de pilotage s'est réuni pour la validation du rapport ITIE 2023. Le comité dit étudier et analyser le document des consultants avant de donner l'avis final pour sa publication. Le comité de rédaction des rapports est en train d'examiner ce projet pour voir quels sont les commentaires qu'il pourra faire et envoyer à l'Amsterdam indépendant pour qu'il en tienne compte avant la publication du rapport. Il y avait le problème d'exhaustivité dû au fait que certaines entités déclarantes n'avaient pas fourni leur formulaire de déclaration. La commission se réunit pour examiner une dernière fois ce document avant de le publier sur le site. L'administrateur indépendant, bien sûr, doit tenir compte des remarques faites par la commission pour avoir la signature du rapport. L'une des missions de l'ITIE est de créer la transparence dans la gestion des ressources minières conformément aux normes internationales. Pour les responsables du comité, il faut se mobiliser davantage pour avoir la confiance des investisseurs. ITIE est une marque. Quand un pays est conforme aux exigences de l'ITIE, cela veut dire que ce pays est recommandé par ITIE aux investisseurs. Ça montre qu'il y a une transparence dans la gestion des ressources minières, des ressources minérales, notamment les ressources financières issues du secteur minier. Contrairement à ce que les gens pensent, ITIE n'est pas une entité comme un EPA. C'est un secrétariat exécutif qui aide à la bonne gouvernance minière dans un pays. Le comité dit travailler avec tous les acteurs pour la validation du rapport. Ces travaux interviennent quelques semaines après une mission du secrétariat international de l'ITIE. La mission a félicité la Guinée pour ses efforts dans les industries minières. Formation à Farana sur la mise en place et la conduite des champs-écoles paysans. C'est dans le cadre du projet Gestion intégrée des paysages dégradés pour les systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Il est mis en œuvre avec l'appui de la FAO sur financement du Fonds pour l'environnement mondial en collaboration avec le gouvernement guinéen. Ibrahima Oulem Fofana, Fodé Camara. Au centre de vulgarisation de Yatia, dans la préfecture de Farana, des conseillers et les chefs des opérations agricoles se retrouvent pour une session de renforcement de capacité. En toile de fond, la mise en place et la conduite des champs-écoles paysans. L'objectif est de promouvoir des systèmes alimentaires durables et complets, sans déforestation, en mettant l'accent sur les paysages mixtes produisant notamment l'huile de palme et le riz.
L'implantation et la gestion des 100 écoles paysannes dans les 11 préfectures, 13 communes et 38 districts pour une adaptation de bonnes pratiques agricoles afin de garantir l'efficacité des plans de gestion intégrés. Le projet vise à répondre aux défis majeurs auxquels fait face notre agriculture. Ces défis sont bien connus. La dégradation des sols, la baisse de la fertilité des terres, la pression sur les ressources naturelles, les effets du changement climatique et la vulnérabilité économique des ménages ruraux. Ce cadre de renforcement de capacité des acteurs du monde rural relève du projet Gestion intégrée des paysages dégradés pour les systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Votre session, c'était à un moment où le gouvernement du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, fait aujourd'hui le secteur agricole le pilier 1 du méga projet Simandou 2040. Cette initiative est le fruit du partenariat entre le gouvernement et le Fonds pour l'environnement mondial avec l'appui de la FAO. Les attentes sont nombreuses, comme 150 000 hectares de terres à reboiser pour soutenir des systèmes alimentaires durables comprenant des activités de gestion intégrée des terres. L'actualité nationale, c'est aussi ce renforcement de capacité qui concerne 376 cadres aux outils numériques de collecte et de traitement des données. Une session de formation qui fait partie de la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance locale. L'ANAFIC est en collaboration avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et ses partenaires. Ce programme a pour objectif de renforcer le suivi des activités locales. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. Instrument clé du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance locale, l'ANAFIC mise sur la digitalisation pour renforcer l'efficacité de ses actions. À cet effet, le ministère de l'administration du territoire, avec ses partenaires, lance une formation de 376 cadres aux outils numériques de collecte et de traitement des données, dont Kobo Tollbox et ODK Collect. Ces outils-là, vraiment, c'est avec l'appui du projet d'appui à la gouvernance locale, financé par la Banque mondiale pour 5 ans. Donc, on a reçu vraiment un appui pour la mise en place de ces 10 outils, pour nous permettre vraiment de faciliter le remplissage de nos indicateurs de suivi au niveau du cadre de résultats. Les acteurs qui sont sur place sont des acteurs incontournables pour le développement, non seulement pour la base, mais aussi pour le sommet. Et là, cette rencontre est bien spécifique parce que ça nous permet de donner les informations nécessaires sur le suivi et évaluation du programme de l'ANAFIC. Et ensuite, ça nous permet de maîtriser les données. À la baie, pendant 3 jours, 57 agents techniques d'encadrement communautaire et cadres de l'antenne régionale de l'ANAFIC sont formés à la fois en théorie et en pratique à l'utilisation de ces plateformes numériques. Objectif, améliorer la remontée rapide et fiable des données de terrain en temps réel. Nous sommes là depuis quelques jours, comme vous l'avez mentionné, pour suivre une formation sur l'outil Kobo Collect. Cet outil, en fait, sert à géoréférencer toutes les activités ou toutes les infrastructures réalisées dans la zone du projet, dans la zone que couvre l'ANAFIC, c'est-à-dire au niveau des collectivités. Au sortir de cette formation, nous pourrons vraiment mieux agir en géoréférençant, en recensant toutes les infrastructures réalisées dans nos collectivités respectives. À l'issue de la formation, les agents de suivi s'engagent à mettre en pratique ces acquis pour améliorer le pilotage des activités de l'ANAFIC, un atelier inscrit dans la dynamique du PAGL2 au service d'une gouvernance locale plus efficace au profit des collectivités. Je vous l'annonçais dans les titres, le digital désormais pour le suivi de la mise en œuvre des activités de l'Agence nationale de financement des collectivités. La nouvelle application à la portée des acteurs va simplifier la notification sur le terrain. Pour un premier essai, la ville de Kankan était à l'honneur pour cerner les astuces de l'outil numérique afin de favoriser la bonne gouvernance locale. RTG Kankan, Diamoukaba. Désormais,
Le suivi de la mise en œuvre des activités de l'Agence nationale de financement des collectivités sous haute surveillance. Les acteurs concernés sont à l'école pour cerner les actus du digital. La mise en avant de l'outil numérique affiche la vision du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour renforcer le mécanisme d'engagement inclusif des citoyens dans la gouvernance locale. L'ANAFIC s'est employé à renforcer les capacités des intermédiaires techniques, en particulier les agents techniques d'encadrement communautaire, sur les applications numériques Kobo Toolbox et Kobo Collect. L'objectif étant de permettre à ce que ces acteurs-là soient en mesure de collecter en temps réel des informations autour des micro-projets réalisés dans les collectivités locales. La maîtrise de ce logiciel essentiel est un passage obligé pour prévenir des conflits locaux à travers un système d'alerte précoce et de réponse rapide. Par ce renforcement de capacité, il s'agit de faire face aux défis de la gouvernance locale pour un bon suivi des activités de l'ANAFIC. Ce logiciel nous permettra en temps réel de remonter toutes les informations de nos différentes communes à travers l'ANAFIC et sur le plan national et sur le plan international. Cette formation nous permettra de rassembler toutes les informations essentielles sur les infrastructures réalisées et sur les données en temps réel. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais galvanisés pour gérer les enjeux de leurs fonctions. Un pas en avant au moment où la maîtrise des outils numériques devient un atout majeur pour le développement local durable. Reprise des travaux de bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé après plusieurs mois d'interruption. Les opérations redémarrent dans le quartier Konkola qui marque le premier point d'attaque de ce chantier. Un ouf de soulagement pour les habitants de l'Abbé. Voici les explications de Sona Sagno et Sarafdine Diallo. Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux de bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé reprennent enfin. Les opérations sont relancées dans le quartier Konkola, premier point d'attaque du chantier. L'entreprise en charge assure vouloir mener les travaux jusqu'au bout sans nouvelle interruption. On était sur le terrassement. Le terrassement est pratiquement fini à 6 km. Ça a déjà terrassé. On a imprégné 4 km 500. Là, le bitumage, on a démarré le bitumage hier à 14h. Là, ça ne s'arrête jamais tant que ce n'est pas fini. Dans la commune urbaine de l'Abbé, il nous reste 7 km 200. Mais ça, déjà, on a commencé. D'ici la fin de la semaine, début semaine prochaine, on pourra finir les 3 km. On continue. Déjà, il y a 4 km 500 qui est prêt déjà recevoir le bouton. On a préparé encore 2 km. Ça, on est dessus. On est en train de faire le terrassement sur ça, le réglage fait. Cette reprise est accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène par les habitants des quartiers concernés. Les citoyens soulagés promettent de préserver les nouvelles infrastructures pour garantir leur durabilité. Nous sommes très contents. Nous remercions le président Mamadi Doumbouya. La poussière nous avait complètement fatigués ici. Maintenant, ce n'est qu'un lointain souvenir. Nous prenons l'engagement de protéger cette infrastructure car elle constitue de l'or pour. Aujourd'hui, je suis très content de ce travail. Je remercie le président, monsieur le président d'Islam, Mamadi Doumbouya. Je le remercie très bien au niveau du travail là. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Nous remercions le bon Dieu que cette transformation ça s'est bien passé. Et grâce à lui aujourd'hui, si tu as laissé ce travail, ça s'est passé très bien grâce à lui. Et l'Abbé n'est pas la seule bénéficiaire. Dans toute la région, d'autres voiries urbaines à Tougué, Koubia, Lelouma et Mali sont également en pleine phase de bitumage. Un vieux rêve des populations qui prend progressivement forme. Autre titre de ce journal, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a élaboré un document intitulé « La politique foncière nationale ». Ce document prévoit tous les aspects liés aux conflits domaniaux et à la protection de l'environnement. À Boké, l'avant-projet de ce document a été présenté aux acteurs pour amendement avant la validation par les autorités compétentes. Younous Atawel Kamara.
La politique foncière nationale, c'est le nom de ce document élaboré par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Ici à Boké, une mission du département vient présenter l'avant-projet de ce document aux cadres communaux, préfectoraux et régionaux en charge de l'habitat en vue de connaître son contenu. Qui est un document majeur pour toutes les réformes que le gouvernement engage dans le cadre du foncier et de l'habitat. Son objectif est de faire un partage de son contenu pour que chaque acteur donne ses observations que nous allons réexaminer à Conakry et intégrer dans le document final. On est très fiers des représentants de l'habitat au niveau de la région. Avant 2 ans aujourd'hui, les problèmes étaient récurrents à la gendarmerie, à la police et même à la justice, s'agissant des documents, les plans de masse, les titres fonciers et les documents afférents. La présentation de l'avant-projet de la politique foncière nationale a été une occasion pour les participants de formuler quelques recommandations en vue d'élaborer un document fiable qui prendra en compte tous les aspects, notamment la protection de l'environnement et les conflits domaniaux. La politique foncière nationale, c'est un document très phare qui va combler un vide dans la gestion foncière en République de Guinée. Quand on parle du foncier de nos jours, il y a beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs-là, chacun devra se prononcer sur la proposition qui est faite avant d'avoir un document définitif. Aux services techniques, ils doivent être vigilants dans l'établissement des titres de propriété. Ce pour éviter les doublons. Aux communautés, je voudrais inviter à plus de responsabilité. Je dirais même à plus de civisme. Parce que rien ne sert à mettre en place une politique foncière n'est pas suivie par les citoyens. Ce document, une fois validé par les autorités compétentes, servira de boussole pour résoudre les problèmes liés aux conflits domaniaux très récurrents dans les quartiers. À l'Office guinéen de publicité, les travailleurs saluent la réussite des réformes et rendent hommage au président Mamadi Doumbouya. En effet, ils ont bénéficié d'un accompagnement à travers la direction générale pour mener à bien le programme de relance. Une cérémonie de partage de bilan et de perspectives vient d'être organisée. Plus de détails avec Tierno Ouspandiel. L'année écoulée a été celle du redressement à l'Office guinéen de publicité. À l'heure du bilan, employés et responsables affichent un air de fierté après avoir accompli avec succès les prévisions dans le programme de relance de cette structure publique qui autrefois était dans une situation économique difficile avant l'arrivée de l'équipe dirigeante actuelle. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de parler du passé. Vous saviez quelle était votre situation l'année dernière à pareil moment. Vous aviez des arriérés de salaire qui n'étaient pas payés. Moi-même, je ne savais pas comment j'allais faire pour pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, 12 mois après, grâce à vous, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Déterminé à tout mettre en œuvre pour maintenir le cap et faire de l'OGP une structure modèle en matière de gestion, les employés abordent 2026 avec un nouvel élan bâti autour du plan stratégique récemment adopté et inscrit dans la logique des réformes menées par la direction générale. Par le passé, le personnel était toujours à la hauteur, mais la gestion, la mauvaise gestion était là. Aujourd'hui, grâce à la bonne gestion de la nouvelle équipe dirigée par Alagui Sellou Camara, aujourd'hui, nos efforts sont vus, nos efforts sont salués, nos efforts sont reconnus. Et grâce à lui, l'OGP reprend son élan. Il est venu, il a fait beaucoup de choses. Il nous a donné un siège digne de ce nom. Il a vraiment régularisé les salaires. Et le 24 décembre 2025, quand j'ai reçu mon salaire, honnêtement, mes larmes ont coulé. Je me suis rappelé qu'en décembre 2025, les employés de l'OGP ont fêté sans leur salaire. Et on était à 6 mois, certains étaient jusqu'à 9 mois d'arriérés de salaire. Donc c'était quelque chose. Je me suis dit oui, je loue Dieu, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afin d'entamer 2026 en beauté, des travailleurs ont été récompensés pour leur rapport de qualité.
Et pour la première fois, un 13e mois est même payé à l'ensemble du personnel, signe d'un redressement réussi et de l'amorce d'une nouvelle dynamique empreinte d'espoir à l'OGP. À présent, je reçois sur ce plateau Kofi Olomide, auteur, compositeur, interprète congolais. Avec cette grande figure de la musique africaine, nous allons parler de son concert prévu ce samedi à Conakry dans un réceptif hôtelier de la place. Bonsoir Kofi Olomide, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Madame Touré, merci de l'accueil. Alors, pour commencer, qu'est-ce que cela représente pour vous de commencer l'année 2026 en Guinée? C'est une chance extraordinaire. D'ailleurs, permettez-moi de dire belle année 2026 à tous les Guinéens partout où ils sont, et surtout à l'autorité guinéenne aujourd'hui, que je remercie pour m'avoir accordé l'accès dans ce pays qui est en train de nous surprendre. Donc, commencer l'année en Guinée, c'est une chance, c'est un privilège. La Guinée n'est pas n'importe quel pays. La Guinée a une histoire. Et donc, je n'avais pas rêvé, je n'avais pas espéré ça, mais voilà, ça arrive. C'est comme ça que je convie tous les mélomanes, les personnes qui aiment la bonne musique, les beaux spectacles, à être demain à l'hôtel Noum, où nous sommes venus soutenir la candidature de M. Doumbouya, qui a l'air d'épater toute l'Afrique. Moi, j'ai suivi de loin ce qui se passe chez vous. Je vous dis que beaucoup d'Africains dans tous les pays rêveraient d'avoir un Doumbouya. Je le dis vraiment de façon sincère. Je souhaite bonne chance, belle année à ce monsieur et que les 7 ans de son mandat, parce que moi je pronostique qu'il va gagner les élections, que ce soit des années de bien-être pour les Guinéens. Vous savez, il ne pourra pas faire tout en un claquement de doigts, comme un Mandrake, comme un Copperfield. Il va falloir travailler, il va falloir être solidaire, c'est ce que j'ai dit dans ma petite chanson. Il va falloir que les Guinéens soient derrière lui. C'est quelqu'un à vue d'œil qui aime son peuple, qui aime ses compatriotes, qui aime son pays. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Alors, vous êtes une icône de la musique africaine, on vous connaît partout à travers le monde. Que ressentez-vous à l'idée de retrouver le public guinéen qui est tant fidèle à vos chansons? Mais écoutez, l'artiste que je suis ne pouvait pas rêver mieux. Vraiment, j'ai hâte d'être sur les planches en face des Guinéens. Vraiment, je les invite de venir en masse. Ils connaissent toutes ces chansons depuis toutes ces années. Et je suis heureux, je suis ravi d'avoir la chance de pouvoir distiller de l'amour, de la tendresse à travers mes chansons demain. J'invite les amoureux qu'ils viennent en amis, qu'ils viennent même en famille. Et je peux vous promettre et garantir que ce sera un spectacle très, très, très beau. Donc, je vibre, j'attends, j'ai hâte d'être dans ce spectacle demain. Alors, on va toucher un petit point sur votre carrière donc qui traverse plusieurs générations. Comment expliquez-vous cette longévité et cette connexion vraiment intacte que vous avez avec le public africain? C'est le respect du public, c'est l'amour du public et surtout l'amour de ce que je fais. Moi, je ne sais pas chanter quelque chose que je ne ressens pas. Il faut que ça vienne de mon cœur et je pense que le public est réceptif à l'amour, à la sincérité. Les gens sentent que je suis un vrai, je sens vraiment ce que je ressens. Et puis je respecte le public. Quand je fais mon travail au studio, sur scène, j'essaye de m'imaginer à la place du public et je me pose toujours la question, est-ce que j'aimerais écouter ça si j'avais été le public? Qu'est-ce que je consommerais cette musique? Vous mettez toujours à la place du public, de ceux qui vous écoutent. Exactement. Et je peux pouvoir dire avec toute l'humilité qui est en moi que j'ai beaucoup d'amour, je chante avec le cœur et j'aime les gens. C'est comme ça que ça se passe bien. Évidemment, au-dessus de tout ça, il y a Dieu, le Créateur, qui m'a pourvu de ce don. Après tant d'années de succès, il faut le dire, vous avez énormément de succès, on le sait tous. Même auprès de vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui continue donc à vous motiver, à monter sur scène, à produire encore des spectacles? Vous savez, quand je rencontre des gens tous les jours, quand je suis à l'hôtel où je loge, les gens sont heureux de me voir.
Même les enfants qui auraient pu être mes petits-enfants sont heureux, me demandent des photos, etc., me parlent bien. Je me dis que je suis redevable de ce public, parce que ce que je suis, je le dois à ce public, notamment le public de Guinée, pour qui je vais chanter demain. Donc je pense que à un moment donné, évidemment, je vais faire ma révérence, et puis voilà, mais quand tu es chez toi et que le téléphone sonne, l'autorité guinéenne t'appelle en Guinée, tu vas tout arrêter et puis tu vas venir. Ah, c'est clair. Moi, c'était un bonheur immense de venir voir de près son Excellence Doumbouya. Ce monsieur est en train d'épater toute l'Afrique. Et moi, je demande, parce que vous savez, dans tous nos pays, il y a toujours les opposants, les gens qui ne sont pas d'accord. Évidemment, personne ne recueille 100% des voix, mais on n'est pas obligé, étant opposant, d'être toujours opposé. Il faut prendre le temps de regarder de près, d'apprécier, de juger à sa juste valeur ce qui se fait. Moi, j'étais chez moi à Paris et j'ai entendu parler d'un projet Simandou. Simandou 40. Mais c'est extraordinaire, qu'on me permet de le dire. Avant, il n'y avait pas ça. Je suis venu, généralement dans les périodes des élections en Afrique, on dit que ce sont des contextes de turbulence un peu, il y a toujours des choses. Mais j'ai vu comment les élections se sont passées jusqu'à ce jour. Moi, je suis à la RTG. Quand on zappe à la maison, on tombe par moment à RTG. Et là, je suis reçu au journal par la charmante Oumou Touré du journal télévisé. Je suis ravi que il y a la joie de vivre. Il y a la tranquillité en Guinée. Les élections se sont déroulées normalement. Dans un climat apaisé. J'ai rencontré à l'hôtel les observateurs internationaux. Toujours c'est comme ça. Et je leur pose la question. Et alors, ils tous me disent, franchement, on n'a presque pas eu de travail. Voilà. Donc c'est bien. Moi, je demande à mes frères guinéens de donner du temps à M. Mamadi Doumbouya, de le laisser faire. Il est jeune, il est dynamique, il aime son pays, il veut que son pays avance. Et il y a déjà de l'avancement. Moi, je suis venu la dernière fois, il y a 7 ou 6 ans, je ne sais plus. Et dès que je suis sorti de l'aéroport, ce que j'ai vu m'a rassuré. J'ai dit, voilà un pays qui bouge, qui avance, qui travaille. Avant, on ne nous parlait que dans les reportages à France 24, que des histoires de corruption, des mafias, des choses comme ça, qu'on me pardonne. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce président jeune, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut à nos pays aujourd'hui, des présidents jeunes, dynamiques, qu'on le laisse travailler. Et puis, encore une fois, on a beau être opposant, on n'est pas obligé d'être systématiquement opposé. Alors, pour terminer, Kofi Olomide, justement, demain, le public guinéen vous attend. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'ils vont repartir heureux. Ils vont repartir heureux. Nous allons chanter, nous allons danser. Je pense que dès qu'ils me verront sur scène, comme je me présenterai devant eux, ils vont déjà être ravis. Bon, en plus, il y aura du champagne, il y aura un dîner, il y aura à manger des langoustes, aussi des mets africains, des caviar, des crevettes, etc. Et puis nous aurons nos belles chansons que tout le monde connaît. Ifrakata, Loi, des Rumba, voilà, donc je vais en oublier. Moi, je n'aime pas vendre du vent, j'aime le concret, et donc que tout le monde vienne. La famille Kofifil de la Guinée, venez tous, que personne ne reste à la maison, qu'on se fasse du bien. C'est à l'hôtel Noum à partir de 20h30, demain, samedi 3 janvier. Et voilà. Chers téléspectateurs, vous l'avez donc compris, c'était à l'instant le Mopao Kofi Olomide. Je rappelle. Oumou Touré. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Exactement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. La 4e promotion du Britannique militaire de Guinée est désormais apte à prendre part à la montée et à la descente du drapeau, ainsi qu'à toutes les activités de l'école aux côtés de leurs aînés. Officiellement, ils intègrent la grande famille de la troupe. Une cérémonie solennelle présidée par le général de division Malik Diakité, chef d'état-major général adjoint des armées. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. La discipline. Ils sont au total 55 enfants de troupe, dont 16 filles issues des promotions 2025 et 2026 du Britannique militaire de Guinée.
Il change officiellement de statut, passant de la phase de bléissement à celui d'enfant de troupe. Une cérémonie de port des insignes et attributs qui marque une étape déterminante dans le parcours de ces futurs soldats appelés à servir la nation guinéenne et à s'inscrire dans les idéaux de défense du continent africain. L'événement qui nous réunit dans cette matinée est la cérémonie de remise des attributs de l'école aux élèves de la 4e promotion du Britannique militaire de Guinée, qui marque la conclusion de la phase d'initiation, désignée sous le terme de bléissement, durant laquelle les nouveaux arrivants acquièrent des compétences essentielles en matière de discipline physique, morale et mentale. L'événement est une occasion solennelle pour ces enfants de troupe de recevoir des mains de leurs aînés les insignes du Britannique militaire de Guinée. Ces insignes symbolisent les valeurs républicaines acquises au terme de 3 mois de formation marqués par l'apprentissage, la discipline, le sens du devoir et de l'engagement au service de la nation. Je suis très contente, très fière de moi et de tous mes promos. Parce qu'hier, nous étions considérés comme des bleus lors d'un bléissement. Maintenant, nous sommes considérés comme des enfants de troupe. C'est un grand changement pour nous. Aujourd'hui, nous faisons maintenant partie des enfants de troupe du groupe de nos aînés. Et je suis vraiment très fière de moi. Et souhaite encourager beaucoup d'autres enfants à venir aussi travailler dans le système éducatif de la discipline militaire. La cérémonie a été rehaussée par la présence du chef d'état-major général adjoint des armées, témoignant de l'importance accordée à la formation des futures élites militaires du pays. Aujourd'hui, la 4e promotion vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de troupe. Leur présence sur cette place d'armes est la preuve éloquente de la résilience et de la combativité dont ils ont fait montre durant la période de bléissement. Portez donc fièrement les attributs de l'école et tâchez d'être des dignes représentants de ce qu'ils incarnent. L'entrée du drapeau, la revue des troupes, les démonstrations sur l'ordre serré ont constitué les moments forts de cette cérémonie. Reconnu pour son excellence, le Britannique militaire de Guinée accueille cette année sa 4e promotion. Elle est composée d'enfants de troupes venus du Bénin, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Togo, du Mali et du Gabon. En direction Kindia, où 100 jeunes volontaires ont appris la notion de civisme à la SCAD. Désormais, on les appelle les ambassadeurs de la paix. Ils seront déployés dans les communautés pour sensibiliser sur le vivre ensemble. Ces jeunes ont reçu des mains du ministre de la Jeunesse le drapeau national. Yaya Silla. On les appelle désormais les ambassadeurs de la paix en Guinée. Ces 100 jeunes volontaires étaient dans ce centre de l'Agence de service civique d'action pour le développement de Kindia, l'ASCAD. Pendant 10 jours, ces jeunes étaient intensément formés sur le civisme, la citoyenneté, la paix et l'unité nationale. Désormais, considérés comme agents de paix, leur mission sera de sensibiliser les communautés sur l'importance de la cohésion sociale et le vivre ensemble. À ces jours solennels, au nom de l'ensemble des volontaires, nous tenons tout d'abord à remercier le ministre de la Jeunesse à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse pour cette opportunité précieuse qui nous est offerte à travers le projet intégré des formations citoyennes et d'insertion professionnelle des jeunes pour la transformation sociale et économique durable en Guinée. Les échanges, les informations et les expériences vécues au cours de cette initiative démontrent la force et le potentiel de notre jeunesse. Je tiens à remercier tous les participants, les formateurs qui ont contribué à la réussite de cette formation. Grâce à vous, nous allons poser les bases d'une nouvelle génération de citoyens responsables et de professionnels compétents capables à relever les défis de notre société. Ce projet pilote vise à renforcer le capital humain et de prévenir les tensions sociales en faisant des jeunes des acteurs du développement. L'objectif général de cette initiative est clair et ambitieux. Contribuer à la transformation sociale, civique et économique durable de la Guinée à travers la formation citoyenne des jeunes. Aujourd'hui, à travers votre engagement, votre discipline et votre détermination,
Cet objectif commence à prendre forme. Cette journée est bien plus qu'un simple événement. Elle est une célébration de l'engagement citoyen, une reconnaissance du rôle central que joue la jeunesse dans le développement de notre pays et une opportunité de renforcer les liens entre les communautés et les volontaires. L'Agence nationale de volontariat en Guinée constitue un levier stratégique pour l'insertion socio-professionnelle. Pour les futurs candidats, les perspectives s'articuleront autour de professionnalisation, l'engagement citoyen et du renforcement de l'employabilité jeune. Au Centre national d'orthopédie situé à Donka, 15 cadres renforcent leurs capacités techniques en orthopédie et en rééducation fonctionnelle. Au terme de 3 ans de formation au Togo, ils seront aptes à mener le travail professionnel au bénéfice des personnes en situation de handicap physique. Le point avec Mohamed De Camara. L'une des vocations du Centre national d'orthopédie est l'appareillage orthopédique des personnes victimes d'amputation. Compte tenu des priorités qui s'imposent au CNO, les responsables du ministère en charge des questions de vulnérabilité à travers la direction générale du CNO s'engagent dans la voie de renforcement des capacités des cadres techniques de ce service public de l'État guinéen. Une formation de 3 ans concerne 15 cadres en orthopédie et en rééducation fonctionnelle qualifiée. L'une des priorités du président de la République, c'est le renforcement des capacités pour servir le pays en femmes et en hommes. Grâce à l'appui du ministère du Budget à travers sa direction générale, nous avons pu obtenir cet appui pour aller former 15 personnes orthopédistes et kinésithérapeutes qui vont venir servir le pays après une formation académique de 3 ans en République togolaise. Je suis dans une joie immense aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de laisser cette formation afin de venir résoudre les problèmes de santé communautaire au sein de mon pays qui est la Guinée. Donc je tiens à remercier humblement le gouvernement guinéen. L'ambition de cette formation est claire, assurer la relève du personnel vieillissant, renforcer les compétences nationales et disposer à terme des ressources humaines hautement qualifiées. Le gouvernement veut mettre en place un système de formation pour que les compétences guinéennes puissent être renforcées et qu'on puisse avoir vraiment plus de main-d'œuvre qualifiée. Depuis plusieurs années, nous sommes à court de personnel, kinésithérapeutes au niveau du centre. Donc aujourd'hui, vous allez partir pour 3 ans et vous allez revenir suffisamment outillé avec toutes les compétences qu'il faut pour bien faire marcher ce centre. Depuis la création de ce centre en 1972, pour une première, il se distingue par le nombre inédit de bénéficiaires de cette formation au Togo, un engagement des autorités guinéennes de faire de l'inclusion des personnes handicapées une réalité dans le pays. Présidentielle en Guinée à Conakry, l'ONG Nouvelle Perspective Suisse a fait une déclaration préliminaire sur la tenue du scrutin présidentiel. Cette mission d'observation est reconnue pour sa participation neutre à plusieurs élections à travers le monde. Reportage de Tierno Maroufba. L'ONG Nouvelle Perspective Suisse a organisé une conférence pour présenter sa déclaration préliminaire sur les récentes élections présidentielles en Guinée, auxquelles elle a participé en tant qu'observateur. La mission d'observation, inscrite dans un cadre plus large de suivi des élections démocratiques en Afrique de l'Ouest, a déployé ses observateurs dans plusieurs régions du pays. Dans leur déclaration, les observateurs ont salué l'organisation, la transparence et le climat apaisé du scrutin. La mission note que, avec l'importance, aucun obstacle majeur n'a été constaté à l'accès des observateurs internationaux. Les bureaux de vote étaient installés dans des lieux neutres et accessibles. Des mesures appropriées ont été observées en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées et des femmes enceintes. Dans l'ensemble de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, s'est déroulé dans un climat de paix, de sérénité et de cohésion sociale. Lors de la conférence, NPS a souligné l'importance de ces élections pour la stabilité politique de la Guinée et de la région ouest africaine.
Dans un contexte où les transitions de pouvoir sont souvent marquées par des tensions, l'ONG estime que la Guinée pourrait servir d'exemple pour d'autres pays de la région. La mission félicite la Direction générale des élections DGE pour le travail excellemment accompli, tant dans la préparation que dans la conduite des opérations électorales, malgré certaines contraintes logistiques relevées sur le terrain. Les incidents observés demeurent isolés et sans impact significatif sur la crédibilité du vote. La mission NPS salue la maturité civique du peuple guinéen ainsi que la conduite pacifique du scrutin. La mission d'observation continue de suivre les résultats officiels et publiera un rapport final dans les semaines à venir. Il faut dire que cette élection a suscité la présence de plusieurs missions d'observation électorale dans le pays. Devant les professionnels de médias, certaines missions d'observation électorale ont présenté leur rapport sur les différentes étapes de l'élection présidentielle en Guinée. Le récit avec Mikine Moussa Kamara et Marwan Kamara. Les observateurs électoraux internationaux présentent des rapports détaillés pour évaluer la transparence et la légitimité de l'élection présidentielle 2025 en Guinée. C'est le cas de la coordination des experts électoraux africains et de l'organisation internationale Misère Zéro. La coordination des experts électoraux africains constate que la campagne s'est déroulée conformément au code électoral dans un climat bon enfant. Chaque formation politique ou candidat a séduit son électorat en leur déclinant leur programme de société. Concernant les médias jouent un rôle important de socialisation politique. Concernant la participation des femmes, des jeunes et des minorités, les femmes et les filles constituent une bonne partie importante des électeurs inscrits dans le fichier électoral. Les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes âgées y ont pris part à divers niveaux de mobilisation. Sincèrement, je pense que la Guinée n'a rien à prendre aujourd'hui sur le plan électoral. Tous les Guinéens ont contribué pour cette élection. Les femmes sont sorties massivement voter. C'est un message fort, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Aujourd'hui, avec la Guinée, nous, on a guéri à passer tout le temps pour les élections ici et dans les autres pays. On est accrédité à observer les élections en Angleterre. On peut comparer aujourd'hui. Je viens humblement remercier la DGE qui a fait un boulot formidable, la sécurité, les forces de l'ordre qui ont garanti une sécurité permanente. C'est ça qui a joué, c'est ça qui a fait que la jeunesse, les femmes, les hommes ont compris que c'était une élection vraie et transparente. Même exercice pour le Parlement africain, de la société civile et de la mission internationale de la société africaine pour des élections apaisées et acceptées de tous. L'Institut Africa Solidarité a aussi vulgarisé le contenu de son rapport pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le scrutin présidentiel 2025 en Guinée. Festivités de fin d'année, la police nationale a déployé un dispositif sécuritaire afin d'assurer une meilleure gestion des fêtes de fin d'année. Malgré ces mesures, 17 cas d'accidents de la route ont été enregistrés. Le bilan fait état de 5 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. C'est une annonce faite par la Direction générale de la police nationale. Je vous propose de suivre capitaine Rama Baldé, chargée de communication. Elle s'exprime au micro de Morikaba. Le bilan des festivités du réveillon du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 se présente comme suit. 17 cas d'accidents de circulation, dont 10 dans le Grand Conakry et 7 à l'intérieur du pays. Ces 17 cas d'accidents de circulation ont causé 5 morts, 23 blessés et d'importants dégâts matériels repartis comme suit. 1 mort et 14 blessés dans le Grand Conakry, 3 morts à Forécaria et 1 blessé. 1 mort à Kindia, 2 blessés à Bofa, 1 blessé à Kankan, 2 blessés à Farana et 3 blessés à Zirikuri.
Ces accidents de circulation ont impliqué 8 véhicules, 2 camions, un bus, un tricycle et 17 motos. Par ailleurs, des troubles à l'ordre public ont été enregistrés vers 1h du matin sur la voie Le Prince, où des jeunes ont érigé des barricades et lancé des jets de pierre au niveau des carrefours Amdalaï et Koza. Les agents déployés sont vite intervenus et ont réussi à rétablir l'ordre sans incident. La Direction générale de la police nationale, touchée par cette nouvelle perte en vies humaines, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux malades. En souhaitant bonne et heureuse année à l'ensemble de la population, le premier responsable de la police nationale, l'administrateur général de police, Djenaba Sori Kamara, grand officier de l'Ordre national du mérite, félicite l'ensemble des fonctionnaires de police pour leur engagement et leur professionnalisme dans la sécurisation des festivités de fin d'année sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.